il y a le dividende et la croissance. Est-ce qu'il y a des sociétés qui cumulent les deux en même temps? Alors, dividende et croissance, la réponse est oui. Oui. Généralement, les actions de rente vont aussi faire de la croissance, mais dans une mesure relativement faible. Donc, vous allez voir, ce ne sera pas des croissances de l'ordre de 20% comme dans le cas des fast growers, peut-être des croissances de 7 ou 8%, vous voyez, et avec des dividendes à la clé. Oui. Parce que par définition, les actions de rente sont aussi des actions de croissance. C'est les slow growers que nous appelons en réalité des actions de rente. OK. Et sur la BRVM, quels sont ce genre de sociétés? Alors, les actions de rente, il y a Sonatel, il y a Société Générale. Les valeurs télécoms en général sur la BFM sont des actions de rente. Donc, il y a aussi Oracle, si vous voulez, qui est aussi une action de rente. Monatel et On a consorts. et... Allez-y, allez-y. Oui, c'est bien ça. Sonatel, Onatel, Orange, CI, Société Générale, qui était une action de croissance, enfin purement croissance, presque fast grower, d'accord, mais maintenant qui est typiquement avec ce qui va se passer, un changement dans l'actionnaire de référence et tout ça, qui va devenir littéralement une action de rente. OK. J'ai une question, mais je programme, je vais chercher un temps libre là. Là, on va programmer, on va faire coaching personnel. Je voulais avoir comment calculer, comment dire, le prix intrinsèque d'une action pour les BABA. Donc, je vais te contacter dans le mois de mai. On va programmer et vous allez faire le calcul. Je vais voir de bas, quoi. Je Ok, veux pas des trucs compliqués. ok. Donc, comment dire, Hmm. un résumé rapide, c'est quand vous voulez valoriser une action, la première étape, c'est d'essayer de catégoriser l'action. Donc, de pouvoir dire cette action, Oui, oui. c'est un fast grower, ou bien non, c'est un slow grower, ou bien non, c'est un cyclical, ou bien c'est un turnaround et consorts. Vous pouvez identifier exactement de Oui. quel type d'action il s'agit. Ensuite, quand vous faites ça, ensuite, la prochaine étape, c'est d'utiliser ou bien de choisir une méthode de valorisation. Et donc, la raison pour laquelle vous voulez faire la catégorisation en premier lieu, c'est parce que ça va limiter le champ des méthodes de valorisation que vous pouvez utiliser. Parce que vous ne valorisez pas, par exemple, un cyclicole de la même manière que vous valorisez un fast grower. Ce n'est pas les mêmes méthodes de valorisation. Donc, pour savoir la méthode de valorisation à Oui. utiliser, il faut savoir de quel type d'action il s'agit. Donc, dans le cas Oui. des fast growers, par exemple, vous avez plusieurs méthodes de valorisation, hein. Le Equity Bond Theory de Warren Buffett, le PEG Ratio de Peter Lynch, le Sticker Price de Phil Town et consorts. D'accord? Le Discounted Cash Flow même que vous Oui. pouvez utiliser. D'accord? Donc, vous choisissez la méthode de valorisation que vous voulez appliquer. Vous appliquez cette méthode-là avec les inputs que ça va demander et tout. Et en sortie, vous avez une valeur intrinsèque. Et donc, cette valeur intrinsèque, OK. c'est la valeur intrinsèque de l'action, mais ce n'est pas encore votre prix d'achat. Parce que comme Ben Graham le dit, nous voulons avoir une certaine décote sur la valeur intrinsèque. Donc, si je prends un exemple, si une action cote à, je dis qu'on a calculé sa valeur intrinsèque et la valeur intrinsèque est de 1000 francs CFA par exemple. D'accord? Je ne vais pas acheter l'action à Oui. 1000 francs CFA, n'est-ce pas? Je vais attendre peut-être que Oui, oui. l'action descende en dessous de 1000 francs CFA. Donc, soit autour de 700 francs CFA. Donc, ça me fait une décote de 300 par OK. rapport à la valeur intrinsèque. Donc, en réalité, vous voulez appliquer une marge de sécurité sur la valeur intrinsèque pour pouvoir avoir votre prix d'achat. Ouais. Et donc, Oui. c'est le prix d'achat qui va indiquer à quel moment vous achetez. Donc, si le coût de l'action descend en dessous du prix d'achat, mon deal, vous voulez acheter. Si c'est au-dessus du prix d'achat, vous savez qu'il faut attendre que ça retombe en dessous ou que ça vienne au même niveau que le prix d'achat. Donc, voilà un peu le processus que vous suivez. Oui. Sinon, je vous suis depuis. Donc, banalement, j'ai toutes les informations là, mais ce qui me manque, comment faire le calcul. Mais ça, on va discuter en e-bourse quand on va faire comment dirais-je, webinaire là.
Donc là, tu vas faire ça étape par étape. Je Ok, vais il voir. n'y a pas de souci. Parce que moi, mon boulot me prend beaucoup du temps. Donc, ce sont les soirées que je suis libre. Hmm, Donc, c'est à partir de 18h, 19h, parfois que je ok. suis libre. Alors, vous avez d'autres questions? Alors, si on laisse, pour le moment, allons-y. Moi, je m'arrête ici d'abord. Ok. Alors, Monsieur David, vous avez une question, Monsieur Mohamed? Non, je n'ai pas de questions pour le moment. Ok. Bonsoir, Monsieur Shadrach. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez une question? Pas de question? Monsieur Shadrach, je crois que vous avez un problème avec votre micro. Là, il est actif, mais je ne vous entends pas. Ok, quand vous me recevez là, Oui, ok. Je disais que j'ai pas de questions pour le moment. ok. Je me suis connecté, j'attends de voir l'ordre du jour et tout en fonction de ça pour orienter ma préoccupation. Ok. Bon, je le rappelle encore une fois. L'objectif du webinaire, c'est de répondre à vos préoccupations, questions concernant la PRVM. Donc, que ce soit des questions de compréhension ou des inquiétudes particulières que vous auriez, c'est le moment de les poser. Ou ça peut concerner votre portefeuille. D'accord? Un truc dans le portefeuille que vous ne comprenez pas ou un conseil que vous voulez demander, c'est le moment d'en discuter. Ah, ok, coach. Coach, s'il vous plaît, une préoccupation. Bientôt, je crois que nous allons arriver au moment où la plupart des entreprises vont recevoir les états financiers. Les états financiers, je crois, pour que le conseil d'administration puisse décider du partage des dividendes ou pas, si je ne me trompe pas. Ok. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que il est possible, parce que est-ce qu'il est possible que peut-être, c'est-à-dire dans le mois en question, il est conseillé de vouloir acheter des actions que nous présentons qui peuvent partager des dividendes ou bien c'est déconseillé. Et puis, si c'est conseillé aussi, si vous avez des actions peut-être à nous proposer, partage de dividendes avec un bon taux de rendement. Ok. Alors, donc, à la première question, c'est que ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de votre stratégie d'investissement. Donc, est-ce que la stratégie d'investissement que vous adoptez, c'est une stratégie de rente? Si c'est une stratégie de rente, alors oui, le facteur clé qu'il faut surveiller ici, c'est la rentabilité en dividende. Donc, le rendement en dividende, si vous voulez. Et donc, oui, là, vous voulez savoir si les dividendes seront conséquents et tout ça. Mais si ce n'est pas une stratégie de rente que vous adoptez, que c'est une stratégie de croissance, par exemple, ce n'est pas les dividendes qui vous intéressent. Donc, là, ça dépend vraiment. Qu'est-ce qui vous intéresse? La rente ou la croissance? Ou même le trading, vous voyez. Donc, en fonction de votre stratégie, ça va déterminer ce qui vous intéresse. Donc, je suppose que c'est la rente qui vous intéresse puisque vous parlez de dividendes. D'accord? Et donc, ce sur quoi il faut porter votre attention. Si, si. OK. Et donc, ce sur quoi il faut porter votre attention ici, c'est la capacité de l'entreprise à verser des dividendes, non seulement maintenant, mais dans le futur, et le rendement, le niveau de dividende, le rendement en dividende. Donc, pour ce qui est de la capacité de l'entreprise à verser des dividendes maintenant et dans le futur, vous voulez voir les réserves de l'entreprise. D'accord? Réserve, repos à nouveau. Vous voulez voir que ces deux postes sont suffisamment conséquents pour permettre à l'entreprise de verser des dividendes maintenant, de ne pas tomber en difficulté l'année qui va suivre et de pouvoir continuer par verser des dividendes les années qui vont suivre. La deuxième chose que vous voulez surveiller, donc, comme on l'a dit, c'est le rendement en dividende lui-même. Et donc, vous le savez, le ratio, c'est le dividende sur le cours de l'action.
on va dire, généralement sur la BRVM, c'est une moyenne de 7%. Donc, vous voulez que ce ratio-là soit de 7, au moins de 7%. Donc, soit de 7%, soit supérieur à 7%. D'accord? C'est votre target. Et donc, vous l'aurez compris, ça dépend évidemment du coût auquel vous avez acheté l'action. Donc, en soi, si c'est une stratégie de rente qui vous intéresse, attendre qu'on approche comment dire, la publication des résultats pour acheter, c'est peut-être un peu trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'action Si, coach. bien avant comment dire, cette période-là et qui ont sûrement eu l'action. Je prends le cas où l'action que l'entreprise est en train de performer, hein, et qui ont sûrement eu l'action donc à des coûts relativement plus bas. Ceux-là auront des rendements dividendes beaucoup plus élevés que vous qui attendez la publication avant d'acheter. Donc, une fois encore, d'où l'importance d'avoir vraiment une perspective long terme et donc de rentrer dans les actions assez tôt. D'accord? Et donc, ça, c'est le second truc que vous voulez surveiller, le rendement en dividende. Donc, je ne sais pas D'accord, si j'ai coach. répondu à votre question. Si, coach, je vois. Maintenant, coach, le deuxième brevet au niveau de ma préoccupation, c'est à supposer une personne qui veut épargner 50 000 francs, c'est-à-dire chaque fin de mois pour investir sur le marché de la BFM et est dans le style action de croissance. Ok. La première préoccupation, c'est de savoir est-ce que c'est possible pour lui chaque mois de pouvoir identifier des actions de croissance. Et la deuxième question aussi qui suit, c'est est-ce que les 50 000 francs constituent un capital, on va dire, minimum suffisant pour lui permettre de pouvoir espérer une rentabilité. Parce que les actions de croissance, c'est généralement, je crois, au bout de 3 ans, 2 ans. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. Au bout de 3 ans, que quoi? Je veux dire, pour que l'action puisse exploser, minimum 3 ans, sinon 5 ans, je sais pas. Ok, je comprends. Ok, donc, je comprends les deux parties de la question. La seconde partie, la réponse est beaucoup plus évidente. Donc, est-ce que 50 000, c'est suffisant? Est-ce que c'est conséquent? D'accord? Est-ce que c'est pas trop petit? Et la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de vos moyens, ça dépend de vos objectifs. Donc, je ne sais pas quelle est votre capacité réelle d'épargne. D'accord? Et je ne sais pas non plus où est-ce que vous voulez aller avec le portefeuille. Quel niveau de capital vous voulez atteindre avec le portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces deux facteurs-là vont déterminer quel montant il faut épargner de manière régulière dans le portefeuille. Alors, donc, en ce qui concerne le premier pan de la question, c'est, en fait, il faut faire la différence entre la stratégie d'approvisionnement et la stratégie d'achat. Donc, l'approvisionnement, c'est comment vous déposez de l'argent dans le compte. Et l'achat, c'est quel est le processus que vous suivez pour acheter. C'est basiquement, si vous voulez, quand est-ce que vous achetez. Donc, comment vous approvisionnez le compte, c'est, on va dire, il y a généralement deux méthodes, on va dire. Soit c'est de petites sommes, je dis petites, relativement une petite somme, mais régulière. D'accord? Vous pouvez fixer chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque 3 mois. C'est vous qui voyez. D'accord? Ou bien, vous pouvez faire le lump sum. Donc, vous attendez un moment dans l'année où vous faites un gros dépôt. Donc, ça, c'est les deux stratégies. Mais ces deux stratégies dont je viens de parler sont des stratégies d'approvisionnement. Ça n'a absolument rien à voir avec comment vous utilisez l'argent que vous avez déposé dans le compte. Cet argent-là, est-ce que au fur et à mesure que vous déposez, vous achetez ou bien vous laissez cumuler l'argent, vous laissez l'argent s'accumuler et quelque part dans l'année, vous faites, je ne sais pas, 3 achats conséquents ou des trucs comme ça. Donc, comment vous amenez de l'argent dans le compte, ça n'a rien à voir avec comment vous dépensez finalement l'argent qui est dans le compte. Vous voyez ce que je veux dire? Si, coach. Mhm. Ok. Donc, si c'est une stratégie de croissance qui vous intéresse, c'est vous cibler les actions qui vous intéressent. Donc, ah, vous avez un certain nombre de lignes en tête. Par exemple, pour moi, c'est 3 lignes. Je ne vais jamais dépasser 3 lignes dans mon portefeuille. D'accord? Donc, tout ce dont j'ai besoin pour, pour que mon portefeuille soit full, c'est juste 3 actions. D'accord? Sur les 45 ou 46 qui sont sur la BROBM. Donc, vous avez votre nombre de lignes. Et si c'est pleinement de la croissance que vous voulez faire, alors vous
je dis n'importe quoi, je dis que pour vous, par exemple, c'est 5 lignes, d'accord? Donc, et si vous voulez faire uniquement de la croissance, vous savez que vous voulez 5 actions de croissance, d'accord? Quand vous avez ciblé ces actions-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez calculer leur valeur intrinsèque, puis arriver à un prix d'achat. Et vous voulez acheter l'action quand le coût de l'action est en dessous du prix d'achat ou patienter quand le coût de l'action est au-dessus du prix d'achat. Mais la philosophie n'est pas chaque mois, je dois faire un certain achat. Par exemple, chaque mois, je dois acheter une certaine quantité de ma première ligne ou bien chaque mois, je dois acheter une certaine quantité de ma seconde ligne. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Mm. D'accord, coach. Mais en ce temps, alors, si chaque mois on n'achète pas, donc, il n'est pas conseillé de le faire ainsi. C'est que, est-ce qu'il y a une période ou un temps indiqué dans l'année qui est favorable pour que on puisse déposer un montant conséquent par rapport à cette tentative-là d'achat au niveau des actions de croissance? OK. Donc, l'approvisionnement, ça n'a rien à voir avec la stratégie d'achat. Quand est-ce que vous déposez l'argent pendant l'année? Ça, c'est up to you. D'accord? Maintenant, quand est-ce que vous achetez? Ça, c'est une question beaucoup plus intéressante. Donc, en réalité, c'est mathématique. Vous voulez acheter quand le coût de l'action est en dessous du prix d'achat que vous avez calculé. Ce prix d'achat lui-même est lié à la valeur intrinsèque, comme on l'a dit précédemment. Donc, évidemment, effectivement, il y a des événements dans l'année qui vont faire en sorte que qu'on se retrouve dans ce scénario-là, coût de l'action inférieur au prix d'achat. Donc, par exemple, ce sera post-dividende. Donc, le détachement a eu lieu et les dividendistes, comme j'aime les appeler, ont fait une ruée donc, de sortie sur l'action. Donc, ils sont sortis de l'action. Donc, tout ça, ça va faire que le coût de l'action va subir une dépression, donc va chuter drastiquement. Ça peut vous mettre dans la situation où le coût de l'action est inférieur au prix d'achat. Donc, c'est le moment d'acheter. Vous voyez? Ensuite, statistiquement, sur les marchés financiers, il a été constaté que quoi? Que en fin d'année, les actions en général ont tendance à se déprécier. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vont vendre, par exemple, surtout les fonds d'investissement qui vont vendre pour encaisser les plus-values, réaliser les plus-values, si vous voulez, pour qu'on puisse dire, voilà, telle année, on a fait telle performance, vous voyez. Ou bien, il y a les particuliers Si. qui vont peut-être avoir besoin de fonds pour faire la fête, ou bien, bref, toute une panoplie d'événements qui justifient en fait que sur les marchés boursiers, les, les actions ont tendance à subir une dépression en fin d'année. Donc voilà. Mais sinon, de manière mathématique, vous voulez juste acheter quand vous êtes dans la situation où le coût de l'action est inférieur à votre prix d'achat calculé. Je ne sais pas si vous avez compris. Si, coach. Si, coach, c'est compris. Ok, C'est compris. d'accord. C'est compris. Mais avec, dans une autre question, je crois que c'est la dernière question. Avec votre expérience et tout, vous conseillez un capital minimum de combien pour qu'une personne puisse commencer avec les tendances salariales que vous connaissez au niveau du marché dans la sous-région? Et donc, là encore, ça dépend. Moi, par exemple, j'ai commencé quand j'étais étudiant et j'ai commencé avec un capital de 100 000 francs CFA que j'avais tiré de ma bourse à l'époque, à Africa Bourse. D'accord? Donc, j'ai pris ma bourse à l'université, j'ai retiré 100 000 et j'ai déposé dans le compte titre à Africa Bourse. Et donc, ça, je l'ai fait parce que c'était mes moyens d'étudiant. D'accord? Maintenant, si vous commencez quand vous êtes déjà Si. salarié, évidemment que vous pouvez déposer plus que 100 000 francs. Parce que de toute évidence, vous pouvez épargner. Vous avez plus de capacité financière qu'un étudiant de l'époque, n'est-ce pas? Donc, vous l'aurez compris, ça dépend encore de votre capacité d'épargne. D'accord? Et ça dépend évidemment aussi de là où vous voulez amener l'objectif que vous avez pour le portefeuille. Donc, par exemple, vous n'allez pas épargner de la même manière pour un portefeuille qui est dédié à la retraite que pour un portefeuille qui est dédié à prendre en charge les frais scolaires d'un enfant. Les frais d'université, généralement, c'est ce que les gens se font. Ils vont dédier un portefeuille pour prendre en charge les frais d'université de leur aîné, par exemple. Donc, dans ce scénario-là, vous n'épargnez pas de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, ça dépend de votre objectif, ça dépend de vos moyens, moyens de capacité d'épargne. OK.
Alors, oui, monsieur Hébert. Oui, coach, comment dirais-je? Euh, je crois que des entreprises commencent par faire les bilans de leur premier trimestre. Quels sont les facteurs qu'on peut prendre en compte dans leur bilan, par exemple, par rapport à l'année passée et les trimestriels pour voir, pour déterminer que cette société est performante, que cette société peut prolonger dans le temps? Ok. Alors, ça, c'est une très belle question. C'est finalement comment dire qu'une action, ça vaut la peine ou une autre action, ça n'en vaut pas la peine. Et donc, là encore, Oui, ce, ce que vous voulez faire, c'est commencer par catégoriser l'action. Et pourquoi vous voulez faire ça encore dans ce cas? Parce que les indicateurs auxquels vous voulez prêter attention dans les états financiers vont varier suivant qu'il s'agit d'un fast grower ou d'un net ou d'un cyclical et consort. Donc, par exemple, pour un fast grower, je veux voir le chiffre d'affaires, je veux voir. Oui, allez-y. souvent, cyclical dont vous parlez, ce sont des sociétés agricoles, non? Oui, généralement, c'est des entreprises agricoles, effectivement. Ok. Et donc je disais, pourquoi c'est important de faire cette classification-là avant d'aller vers les états financiers? C'est parce que pour les fast growers, par exemple, moi personnellement, je veux voir le chiffre d'affaires, je veux voir qu'il est un glissement positif, donc que ça a cru comparé à l'année dernière. D'accord? Je veux voir le résultat. Je veux voir qu'il est Ouais. toujours positif, qu'il a cru comparé à l'année dernière. Vous voyez, je veux voir l'endettement. Je veux voir que l'entreprise est toujours en train de bien payer ses dettes, n'est-ce pas? Très important. Donc, ça, c'est les choses qui vont m'intéresser pour un fast grower. Par contre, si je prends le cas d'un net, par exemple, d'accord? Un net, Peter Lynch appelle ça des asset Ouais. base. Donc, là, par exemple, je ne veux pas nécessairement que le chiffre d'affaires soit plus grand que le chiffre d'affaires de l'année passée. Pour un net, ce que vous voulez, c'est... Un net, par définition, c'est quoi? C'est une entreprise décotée. C'est pas nécessairement qu'elle a de bonnes perspectives. D'accord? Et donc, c'est, si vous voulez, Oui. il y a des actifs qui sont sous-évalués. Donc, la valorisation boursière de l'entreprise est inférieure à la somme des actifs, à la somme nette des actifs de l'entreprise. Et donc, ce que vous voulez pour un net, par exemple, c'est que l'entreprise n'est pas en train de détruire la valeur que vous avez perçue. Et même là encore, c'est avec des Ok. pincettes. Même si elle détruit, c'est qu'elle ne détruit pas suffisamment rapidement pour vous empêcher, vous, de faire une plus-value sur l'action. Je dis par exemple que vous donnez une raison de 3 Ouais. ans pour enregistrer la plus-value sur l'action. Donc, vous voulez juste que même si l'entreprise est en train de perdre de l'argent, que ça ne soit pas suffisamment conséquent pour qu'au bout de 3 ans, la valeur, la valorisation boursière de l'entreprise, comment dire, soit en moins par rapport à la valeur intrinsèque que vous avez perçue. Et donc, même si elle perd de l'argent, Ok. que ce soit vraiment légèrement. Donc, pour un net, même si le résultat est négatif, ce n'est pas tellement négatif. C'est à quel point le résultat est négatif. On est en train de perdre de l'argent, oui, mais est-ce qu'on est en train de perdre relativement beaucoup d'argent pour que ça détruise toute la valeur qu'on a perçue dans les actifs de l'entreprise? Et si la réponse est non, c'est que ça en vaut toujours la peine. Parce qu'il perd de l'argent, mais c'est rien comparé à tout l'actif qu'on a perçu et qui est sous-évalué sur le marché boursier. Et donc, ça, c'est le genre de choses que je veux voir pour un net. Donc, le résultat peut même être négatif. Ce n'est pas Ok. encore négatif. Vous voyez? Donc, ça, Ok. cette comparaison, par exemple, c'est typique. C'est pour vous montrer que vous devez en premier lieu catégoriser l'action avant de vous orienter vers les états financiers. Parce que sinon, vous ne saurez pas à quel facteur accorder de l'importance dans les états financiers. Par exemple, pour un fast grow, vous allez commencer par vous intéresser quoi, au taux de distribution, comment dire, au projet d'affectation du résultat, comment il distribue les dividendes, alors que ce n'est pas ça qui est important pour un fast grow. Vous voyez? Oui.